Bonjour et merci de nous rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver en direct pour une nouvelle saison de Droit de Cité. Il n'est pas un jour, ou presque, sans que l'on parle des conséquences de la vague de chaleur, de la sécheresse qui vous ont peut-être vous aussi fait souffrir cet été. Et les conséquences problématiques pour l'agriculture, les forêts par exemple. Notre environnement devient plus vulnérable et nous aussi par conséquent, sans parler du fait que nous avons respiré beaucoup trop d'ozone dans certaines régions. Alors certains tirent la sonnette d'alarme et demandent que l'on prenne de nouvelles mesures le plus rapidement possible pour diminuer la pollution et au moins essayer de freiner le réchauffement climatique. Est-ce que c'est de l'alarmisme ou au contraire, si effectivement le réchauffement du climat est une véritable bombe à retardement, est-ce que les milieux politiques et les milieux économiques prennent la chose assez au sérieux? Question que j'aurai le plaisir de poser aujourd'hui à notre invité, M. Philippe Roch, directeur de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, un office qui est aujourd'hui dans la tourmente puisqu'on lui demande de tailler sérieusement dans son budget et ses dépenses. Philippe Roch, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas seul d'ailleurs sur ce plateau puisque j'ai invité également Martine Rebetté, climatologue, Christiane Maillefer du WWF, Emmanuel Robert de l'association Transport et Environnement, Barbara Paula, conseillère nationale, et Patrick Epron du Touring Club Suisse. Et vous aussi, vous pourrez enrichir notre débat avec vos questions et vos remarques. C'est aujourd'hui Sophie Lagrange qui nous les transmettra. Bonjour Sophie. Bonjour Manuel, bonjour à tous. Ici, nous sommes prêts à prendre note de toutes les questions que vous vous posez sur le thème de ce jour. N'hésitez pas non plus si vous avez des remarques ou des réflexions. Vous pouvez nous appeler par téléphone au 022 320 64 11 ou nous envoyer un email à l'adresse ddc@tsr.ch. Je vous retrouve dans un tout petit moment pour un premier point de la situation. À tout à l'heure, Sophie. Alors, Philippe Roch, depuis quelque temps, les partis bourgeois ne cachent pas qu'ils trouvent que votre Office fédéral de l'environnement, on va raccourcir un peu le titre, est pléthorique, trop de personnel, trop de mandats extérieurs. Vous coûteriez trop cher à la Confédération qui a bien besoin de faire des économies. Aujourd'hui, on vous demande de tailler de manière substantielle dans votre budget, moins 30 millions de francs. Comment est-ce que vous réagissez? Énervé, scandalisé? Non, c'est d'ailleurs pas mon rôle de réagir à des propositions parlementaires, simplement d'expliquer la situation. Le budget de l'Office représente 1% du budget fédéral, donc si on veut économiser, c'est pas dans ce budget, en tout cas, qu'on va économiser l'essentiel. Le Conseil fédéral, lui, a fait une proposition d'économie qui charge déjà mon Office davantage que la moyenne. Le Conseil fédéral a proposé une économie de 12% du budget de l'Office, alors qu'en moyenne, on est entre 5 et 6. Et des propositions parlementaires veulent maintenant trancher davantage. Ce qu'il est important de savoir, c'est que les propositions qui sont sur la table, qui ne sont pas encore décidées, touchent directement le personnel et les crédits dont je dispose pour faire les études nécessaires, pour comprendre les phénomènes de l'environnement, faire l'observation de l'environnement. Donc ça toucherait la substance même de votre travail. Alors ça touche la substance. Et cette substance, avec ces propositions, est coupée de moitié. Donc on a une 50% de réduction si on devait suivre ces propositions. Donc vous seriez quand même d'accord de faire des économies, mais là c'est trop, vous dites? Ah d'accord, de toute façon je n'ai pas décidé, c'est le Parlement et le Conseil fédéral qui en décident. Mais il est clair que le Conseil fédéral a fait une évaluation générale des dépenses fédérales et une proposition équilibrée au Parlement. Et maintenant a lieu la politique. Et c'est là où effectivement les questions de priorité sont discutées par les parlementaires. Alors Barbara Paula, parlons politique, vous êtes conseillère nationale de ceux et celles qui pensent que l'Office fédéral de l'environnement doit faire davantage encore de sacrifices. Est-ce que c'est bien le bon moment, quand on parle des temps qui courent, de couper dans un office qui s'occupe de protection de l'environnement? Est-ce que c'est bien raisonnable? Non, je pense que c'est le bon moment de couper partout. C'est non seulement le bon moment, mais c'est tout simplement indispensable. Quand on pense au déficit de la Confédération tel qu'il est, la question à ce niveau-là
ne se pose pas. Donc c'est le bon moment, c'est peut-être même un peu tard, mais enfin, en tout cas, il ne faut pas attendre davantage. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas confondre les économies demandées, proposées, exigées, avec en fait l'importance qu'on accorde à l'environnement. Le fait de demander des économies très substantielles à l'office de M. Roch, ça ne signifie pas du tout qu'en fait, on n'accorde pas d'importance à l'environnement. Mais il nous dit qu'il ne pourra plus faire son travail. Est-ce que l'environnement ne ferait pas justement le contraire, est une priorité? Écoutez, dans le département, enfin dans l'office de M. Roch plutôt, il se fait effectivement énormément d'études et énormément de recherches. Et si je suis celle peut-être qui le plus défend la recherche au Parlement, par contre, je pense que la recherche doit être faite par les chercheurs. Et quand on pense, en regardant sur Internet, je crois qu'il y a 82 études et rapports par année qui sortent de l'office. Donc ça fait 7 par mois en moyenne sur ces 10 dernières années. Je pense que ce n'est pas le rôle d'un office fédéral de faire des études et de faire de la recherche. Il y a d'autres fonctions importantes et donc je suis convaincue qu'on peut avoir une diminution substantielle en fait de l'argent accordé à l'office sans mettre en cause du tout les questions et les soucis environnementaux qui nous occupent tous. Réaction, M. Roch? Je ne veux pas débattre ici avec Mme Paula, ce n'est pas mon rôle comme fonctionnaire. Simplement, j'aurai l'occasion la semaine prochaine d'expliquer à la Commission ce que nous faisons avec cet argent. Et vous allez batailler quand même? Je ne vais pas batailler, je vais expliquer, je vais mettre les choses au clair et c'est aux parlementaires à décider. Il s'agit là de politique et je crois qu'il faut vraiment bien voir la division des rôles. Mon rôle est d'expliquer les choses et c'est aux politiques de décider. Alors du côté des organisations écologistes qui sont sur notre plateau, comment est-ce qu'on réagit? Madame Robert, Emmanuel Robert, vous représentez l'association Transport et Environnement. Est-ce qu'il n'est pas normal, effectivement, qu'un office comme tous les autres fasse des sacrifices et se serre la ceinture? Alors, il est entièrement normal que cet office doive faire des économies au même titre que les autres. Simplement, moi, ce qui m'étonne et ce qui étonne la TE, c'est que, comme l'a dit M. Roch, c'est 1% du budget de la Confédération. Et il y a une sorte de cristallisation. On veut absolument faire cracher des millions à ce pauvre office de l'environnement qui n'a pas les capacités déjà de gérer. Il faut bien se rendre compte que cet office doit gérer tous les problèmes environnementaux de la Suisse. Il n'a déjà pas les capacités. On lui demande encore de couper dans son budget. C'est quelque chose qui nous étonne. C'est vrai que l'environnement n'a pas forcément la chance d'avoir les avocats que d'autres milieux économiques ont au Parlement. Et puis, ce qui m'étonne aussi, c'est que ça s'inscrit dans un processus. Il y a une motion qui demandait l'abolition pure et simple de cet office parlementaire. Et nous, l'impression qu'on a, c'est qu'on remet la compresse pour faire mourir cet office fédéral de l'environnement. Ouais. Alors, de grâce, cessez de vous acharner sur l'office de l'environnement et consacrez-vous à d'autres priorités. Alors, c'est votre but de faire mourir l'office fédéral à petit feu? L'Office fédéral ne va pas mourir avec les coupes qui sont proposées. C'est 1% du budget de la Confédération, mais tous les offices nous disent la même chose. Chaque fois qu'on coupe quelque part, on coupe dans Pro Helvetia, on va nous dire « mais c'est tellement petit Pro Helvetia, laissez-nous vivre ». On coupe dans Présence Suisse, qui est quelque chose de très important pour l'image de la Suisse et sa réalisation, on va nous dire la même chose. Donc en fait, cet argument-là, je veux dire, nous, on est obligés, en tant que politiciens, notre responsabilité première, c'est de faire marcher la Suisse. Et puis, je dirais en plus que quand l'économie va bien, l'environnement en bénéficie largement. Parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a en fait une sorte de désintérêt comme préoccupation première de l'environnement des citoyens, parce que, en fait, la préoccupation économique, elle est venue au premier plan. Et on sait très bien que dans les pays où l'économie se porte bien, eh bien, à ce moment-là, l'économie, l'ensemble du pays peut porter la préoccupation environnementale. Donc je crois qu'il faut le voir comme un bénéfice, y compris pour l'environnement, le fait d'avoir un ménage public sain. Alors on va voir dans les jours qui viennent si la commission qui a proposé ces économies substantielles revient un peu en arrière ou pas. Ça, ce sera la musique d'avenir. Je propose qu'on revienne au thème central de notre débat aujourd'hui. Donc il a fait chaud, très chaud cet été, vague de canicule. Il n'y a pas de morts à déplorer comme il y en a eu beaucoup en France où cela fait un scandale politique par chance, mais les conséquences sont lourdes pour l'agriculture, pour les forêts, on l'a dit. Martine Rebetté, vous êtes climatologue. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que vous avez publié « La Suisse se réchauffe », un livre paru l'année passée. Question toute simple pour démarrer. Est-ce que cet été est ou n'est pas la preuve flagrante que le climat se réchauffe? Il n'y a pas de preuve flagrante que le climat se réchauffe. C'est pas
un seul événement climatique qui nous démontre que le climat se réchauffe. C'est le cumul de ce type d'événements qui est de plus en plus manifeste du réchauffement climatique. On sait pour toutes sortes de raisons que le climat se réchauffe. Pour moi, par exemple, les hivers qui se sont montrés beaucoup plus doux depuis toutes ces dernières années sont un signe qui est plus manifeste qu'un seul été extraordinairement chaud. Alors un parlementaire me disait, mais finalement, cet été caniculaire n'a rien à faire ni avec le réchauffement de la planète, du climat, ni avec l'effet de serre, c'est juste une question de haute pression. C'est juste ou c'est faux? Alors il faut une situation météorologique qui permette ce type de temps. Mais dans cette situation-là, avec des températures en moyenne plus chaudes, on parvient inévitablement à atteindre des records qui sont un peu plus élevés que ce qu'on aurait atteint auparavant. Par ailleurs, le changement climatique est en train de modifier la circulation générale sur la planète. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise encore pas très bien, mais on se rend compte qu'on a davantage de situations de haute pression. Ça entraîne davantage de situations de sécheresse et beaucoup plus aussi de situations où on a de très très fortes précipitations en automne ou en hiver avec les conséquences que l'on sait. Philippe Roch, cet été où il a fait des températures incroyables, il y a près de 40 dans certains endroits, ça vous a surpris ou pas? Ça ne m'a pas vraiment surpris. Ce sont des phénomènes qui sont prévus par les scénarios des scientifiques. Et comme le dit Mme Rebete, on ne peut pas lier chaque événement avec le phénomène général. Mais dans les scénarios d'événements probables, il est prévu effectivement davantage de pluie en hiver, plus de chaleur en été, des extrêmes surtout, plus forts. Et ça, je crois que c'est le phénomène de base sur lequel tout le monde est d'accord. Le changement climatique, c'est davantage de chaleur et davantage d'énergie dans l'atmosphère autour de la Terre. Et la conséquence de ça, ce sont des phénomènes extrêmes. Donc il y aura davantage d'inondations, il y aura davantage de sécheresse, il y aura des tempêtes qui auront plus d'énergie qu'autrefois. Et c'est cela qui menace au fond l'équilibre de la planète. Ce qui se passe en tel ou tel endroit, c'est très très difficile de le prévoir à l'avance. Mais cet été, encore une fois, correspond exactement à ce que nous attendions. Alors tout à fait d'accord avec Mme Rebete, on peut dire c'est la preuve, mais c'est en tout cas un signe important. Alors du côté du VFF, Mme Christiane Maillefer, dont vous êtes la directrice pour la Suisse romande, on a tiré la sonnette d'alarme avec une conférence de presse il y a une dizaine de jours et un slogan « Il est midi moins 5 pour le climat ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est si grave que ça? Ça veut dire qu'il faut agir très rapidement, oui. Ce qu'on a vu, effectivement, c'est un cumul d'événements, comme Mme Rebete l'a dit, mais c'est des événements qui reviendront de plus en plus souvent. Et il y a une chose qui est importante aussi de savoir, c'est que ça a montré qu'aussi en Suisse, ces fortes chaleurs, c'est que le réchauffement climatique n'est pas uniquement dans les îles du Pacifique, c'est aussi en Suisse. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas tout à fait réalisé avant. Et oui, il faut tout de suite agir. On a tout ce qu'il faut, en fait, pour agir. On a une loi sur le CO2, on a des études qui montrent qu'en fait, il faut agir maintenant. Et puis, en fait, il manque simplement une volonté politique pour agir. Et cette volonté politique, ces décisions politiques, il faut qu'elles soient prises très rapidement. Madame Paula, c'est de l'alarmisme ou c'est justifié de tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui? Écoutez, je pense que nous avons effectivement tous les instruments entre les mains, mais que le fait que la Suisse se réchauffe, qu'en fait il y a des problèmes climatiques n'est pas mis en cause. C'est bien pour ça que d'ailleurs, nous, les politiciens, avons mis en place la loi sur le CO2, une loi qui est soutenue très activement par nous comme par les milieux économiques. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'il a fait chaud cet été qu'il y a lieu de modifier la loi et qu'il y a lieu, en fait, d'être alarmiste. Et je pense que les choses sont vraiment à prendre en compte dans le long terme. Ce n'est pas parce qu'on a eu un été caniculaire qui n'était d'ailleurs prévu par personne, par aucun météorologue, qu'il faut maintenant dire on va introduire la taxe sur le CO2 partout. Laissons faire ce que l'économie qui fait des efforts énormes, ce que l'industrie est en train de mettre en place, en collaboration avec votre office notamment, en collaboration avec le département de M. Leuenberger. Laissons les effets se mettre en place. L'objectif, c'est le long terme et ce n'est pas le court terme immédiat. Alors, justement, le long terme, heureusement qu'on en parle. Le WWF a fait une campagne sur le climat en 92 déjà. Donc, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on a tout à coup inventé maintenant. C'est quelque chose qui est vraiment de longue date. Donc, on demandait déjà à ce moment que les politiciens réagissent, qu'on fasse quelque chose. Et maintenant, on a enfin cette loi qu'il faut mettre à exécution. C'est tout ce qu'on demande. Reconnaître le travail des organisations écologiques et l'importance de la sensibilisation des citoyens de tout le monde. Et ça, je le reconnais parfaitement, mais pas l'alarmisme d'aujourd'hui. Monsieur Epron, vous
Monsieur Epron, vous représentez le TCS, vous êtes responsable de ces campagnes politiques. Comment est-ce que vous réagissez? Il faut tirer la sonnette d'alarme, en faire plus? Mais je dirais, comme l'a dit la directrice romande du WWF, nous avons déjà tout avec la loi sur le CO2. Les organisations routières et pétrolières soutiennent cette loi. Cette loi permet expressément des mesures volontaires et nous soutenons des mesures qui nous permettront d'éviter des taxes qui rappellent les souvenirs des taxes sur l'énergie que soutenait le WWF ces dernières années et qui ont toutes été rejetées par le peuple. Donc il faut rappeler que cette loi sur le CO2 que vous citez abondamment fixe des objectifs à la Suisse. Il faut qu'elle diminue d'ici 2010 ses émissions de dioxyde de carbone, le CO2, lequel est l'un des gaz responsables de l'effet de serre, qui font enfin une sorte de bouchon sur notre planète et qui garde la rétention de chaleur. Madame Rebetté, il y a un effet, une corrélation directe entre notre pollution par le CO2, l'effet de serre et le réchauffement du climat. Oui, je peux vous faire alors un petit... Parce que la pollution, le CO2, c'est pas de la pollution. Le CO2, c'est un gaz à effet de serre qui agit à long terme et pour l'ensemble de la planète. Mais les sources de CO2 contribuent aussi à la pollution ici et maintenant, à court terme si on parle des oxydes d'azote, à plus long terme si on parle de l'ozone. Donc la question échelle dans l'espace et échelle dans le temps est tout à fait pertinente. Et Madame Paula a tout à fait raison quand elle dit qu'il faut agir à long terme. Mais pour gagner à long terme, il faut agir ici et maintenant et très vite. En fait, cette courbe des émissions de CO2 est exponentielle. Donc, si on arrive à diminuer maintenant nos émissions de CO2, on aura beaucoup plus de résultats à long terme. Les résultats à long terme seront beaucoup plus importants si on agit aujourd'hui. D'accord, alors on va parler de mesures tout de suite. Je fais d'abord un tour du côté des téléphones et des téléspectateurs. Sophie Lagrange, comment réagit-on pour l'heure? Alors effectivement, les téléspectateurs se sont inquiétés par la canicule. Ils posent des questions à ce propos-là. Ils disent même qu'ils en ont souffert. On parle même d'un décès, un téléspectateur. Évidemment, ils posent aussi des questions sur qui est responsable. Alors, un téléspectateur, Manuel Barranco, dit que nous sommes tous responsables. C'est notre manière de vivre et notre système de fonctionnement qui n'est pas viable à long terme. Et il se dit, lui, un peu énervé chaque fois qu'on met en avant la liberté individuelle des uns et des autres pour répondre aux propositions de contraintes, les mesures de contraintes. Et puis, certains téléspectateurs aussi se posent pourquoi les politiques ne s'impliquent pas plus dans ce problème de zone de canicule, parce que c'est un vrai problème de société. Et alors, certains téléspectateurs, comme Madame Maillard de Vevey, Corsier-sur-Vevey, se demandent pourquoi, par exemple, autant de camions étrangers traversent la Suisse. Et est-ce qu'on ne pourrait pas leur imposer d'être équipés de systèmes anti-pollution? Vous pouvez continuer à nous poser des questions au 022 320 64 11. Alors sur la question de la responsabilité, c'est effectivement extrêmement important. Philippe Roch, c'est une évidence, le climat se réchauffe lentement. On va d'ailleurs voir un graphique que vos services nous ont proposé pour montrer au fond que le climat, on sait qu'en Suisse, on a gagné 1,5 degré durant le XXe siècle. Ça, c'est la concentration atmosphérique de CO2. On voit qu'elle augmente à partir de l'an 2000. Le graphique suivant va nous montrer que, vous le commenterez Philippe Roch, la température va continuer d'augmenter dans une fourchette qui va de combien à combien? Alors ça, ce sont des projections pour la fin de ce siècle qui sont le résultat, au fond, des travaux des scientifiques du monde entier dans une organisation qui s'appelle IPCC, qui est la réunion de tous les scientifiques du monde, qui essaye de prévoir, au fond, les phénomènes climatiques et qui aboutissent à ce résultat que la température devrait, jusqu'à la fin de ce siècle, augmenter sur la Terre en moyenne entre 1,5 et 5,8 degrés, ce qui est extrêmement considérable par rapport aux fluctuations naturelles. Cet organisme scientifique est très très important parce qu'il nous permet d'avoir des bases les plus solides possibles pour, d'une part, comprendre le phénomène climatique et savoir aussi quelles mesures prendre. Quant à la question sur la responsabilité individuelle, elle est parfaitement juste, mais il n'y a pas que l'individu. Nous sommes aussi une communauté. Il est important que la politique fixe
des conditions cadres, mais je crois aussi que nous n'arriverons jamais au résultat si effectivement chacune et chacun dans sa vie n'essaye pas, lui ou elle aussi, de faire quelque chose de lui-même. Sinon, l'État devra tout faire et ça va être faire quelque insupportable. chose, faire quoi? Alors, on vous entend largement aujourd'hui. Faire quelque chose, que pourrait-on faire à l'échelle individuelle? Il y a des choses très simples, n'est-ce pas? C'est allez à pied ou prenez le tram ou le train chaque fois que vous le pouvez. C'est regarder, dans la mesure où vous le pouvez, régler votre chauffage l'hiver, etc. C'est tous les réflexes de consommation permanents que nous avons, utilisation d'eau chaude, etc. Toutes ces choses ont une influence directe sur la consommation de pétrole et par conséquent sur les émissions de CO2. Et je reste convaincu que là, il y a une grande part que l'on peut faire. Mais bien sûr, tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, il faut aussi que la politique agisse et l'interaction de l'individu et de la politique fera qu'on aura des solutions supportables. Il y a la responsabilité individuelle et puis il y a la responsabilité de groupe et notamment des organisations comme par exemple les importateurs de voitures. Parce que c'est vrai, au niveau de l'individu, on peut aller à pied le plus souvent possible ou prendre le tram, mais on sait très bien que dans un très, très grand nombre de cas, ça ne répond pas aux besoins des citoyens. Et à ce moment-là, en fait, il y a cette responsabilité-là qui est quelque part entre le politique et l'individu. Et j'aimerais souligner que les responsabilités-là, elles sont assumées. Auto Suisse a signé un accord avec M. Leuenberger visant à faire en sorte que l'importation des voitures neuves soit basée sur une diminution progressive, en fait, de l'utilisation de carburant. Donc là, il y a vraiment les responsabilités qui sont assumées aussi par l'industrie. Elles doivent être assumées à tous les niveaux. Le politique fixe le cadre. Nous l'avons fait avec la loi sur le CO2. Les individus font chacun ce qu'ils peuvent, mais les organisations industrielles, elles assument une responsabilité très importante et je pense qu'il faut le reconnaître. Est-ce qu'elles en font assez quand même, Madame Robert? Alors c'est très bien qu'elles commencent à reconnaître leurs responsabilités, effectivement, et nous saluons tout à fait cet accord. Maintenant, ce que nous constatons, c'est que l'objectif qui a été fixé est quand même insuffisant, de passer de 8,4 litres à 6,4 au 100. Nous, l'AT, nous demandons que cet objectif soit élevé à 5%. Je pense que, comme preuve de bonne foi et de conscience écologique des importateurs automobiles, c'est un geste qui peut tout à fait être fait quand on pense que maintenant, de plus en plus de voitures en série sont produites pouvant faire du 3 litres au 100. Et ces objectifs, quand on regarde toutes ces mesures volontaires qui sont faites, effectivement, c'est bien. Heureusement qu'il y a ces mesures volontaires et nous sommes pour cette politique de consensus qui amène chacun à faire ses petits pas. Mais est-ce que c'est suffisant? En regard des objectifs que la Suisse s'est fixés avec Kyoto, c'est insuffisant. Alors, vous avez en face de vous un responsable, un des membres du Touring Club Suisse, un des plus grands clubs automobilistes. Nous sommes le second club. Vous êtes le second. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez à ses membres? Qu'est-ce que vous demandez qu'il fasse passer comme message et aussi aux importateurs avec lesquels il est partenaire? Alors nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une table ronde déjà sur la question qui réunisse largement tous les acteurs concernés et nous serions ravis de pouvoir faire avec le TCS des campagnes de sensibilisation. Le TCS le fait déjà en promouvant la méthode EcoDrive, mais nous serions absolument ravis que le TCS poursuive ses efforts avec nous dans le sens d'une plus grande sensibilisation à l'environnement en montrant à quel point les transports sont une chaîne de transport complémentaire, donc pas seulement la voiture au centre et plein de petits transports éventuellement publics, mais qu'il faut vraiment avoir une réflexion globale sur la question et encourager également les membres du TCS à prendre les transports Alors, vous n'avez publics. pas l'air d'accord, vous hochez la tête, Monsieur Éperon? Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'accord Auto-Suisse passé avec le département de M. Leuenberger, entre autres avec l'office de M. Roch, il est contraignant. Il dit quoi exactement, cet accord? Très précis qui vise à réduire la consommation moyenne du parc de véhicules, consommation d'essence par véhicule, de 8 litres grosso modo à 6 litres d'ici 2008. Et comme on le sait très bien, l'industrie automobile suisse étant confidentielle, c'est donc les importateurs qui décide par rapport à ce que fait l'industrie automobile en Europe. Ça, c'est ce qui est réaliste. Le reste, c'est du domaine de la polémique. Il faut être conscient de ce qui est possible sur le marché. Et le marché dit que c'est possible de réaliser cet accord-ci qui est contraignant. Pas plus. Alors, il faut aussi être conscient de ce qu'il est possible de réaliser. Par contre, quand vous nous dites alors que vous seriez ravis de vous associer avec nous à des campagnes de sensibilisation, je peux vous dire quand même que chaque fois qu'on a fait une démarche d'ensemble, vous n'étiez jamais présent dans nos démarches. La dernière fois, nous avons fait une démarche commune avec les organisations de transport public et même la conférence intercantonale des directeurs de l'environnement
pour maintenir la substance budgétaire, là aussi, il y a des problèmes budgétaires dans le domaine des infrastructures de transport, et ce n'est pas un hasard si vous n'étiez pas présent, parce que malheureusement, vous n'avez jamais eu d'optique globale des transports, vous êtes toujours attaqué à la route, tandis que nous avons obtenu la signature des entreprises de transport public avec notre proposition. Alors, vous ne mettrez C'est pas merveilleux de dire que l'AT n'est pas un partenaire fiable en matière de transport. Citez-moi un seul projet routier que vous ayez soutenu ces dernières années. Un seul. Voilà. Si vous me permettez, j'aimerais juste dire, je suis absolument d'accord sur le fait qu'il faut tenir compte de l'économie dans cette démarche et qu'il faut se fixer des objectifs réalistes par rapport à l'économie, mais également par rapport à l'environnement et au social. Ce sont les 3 piliers du développement durable, ce n'est pas seulement le pilier économique. Il y a les objectifs réalistes en matière de développement économique et il y a les objectifs réalistes en matière de climat. On voit qu'il y a urgence actuellement. Il s'agit de trouver, encore une fois, un consensus, un modus vivendi, un chemin qui soit fiable, de manière à la fois pouvoir s'occuper de l'économie sans lui porter préjudice et également de cesser de porter préjudice à l'environnement tel que nous le faisons. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression de ne pas avoir tellement de compréhension. Alors, le dialogue est difficile à nouer. On espère qu'il aura pu se nouer un petit peu ici. Une question quand même précise, puisqu'on va poursuivre sur qu'est-ce que l'on peut faire chez nous. Martine Rebete, en tant que climatologue, vous qui avez étudié ça de près, est-ce que nous, en Suisse, à notre échelle, on peut véritablement contribuer à réduire les proportions du réchauffement du climat en diminuant nos émissions de polluants? Est-ce qu'on peut faire réellement quelque chose à notre échelle? Oui, chacun peut. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que chaque petite économie est utile. Parce que c'est vraiment maintenant qu'on doit essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre et à toutes les échelles. Par ailleurs, la Suisse est un pays très développé. C'est un pays qui contribue pour une part importante aux émissions de gaz à effet de serre si vous comparez aux pays en développement aujourd'hui. Donc la Suisse doit aussi montrer un exemple. Elle doit montrer l'exemple et puis si elle est la première à faire les pas en avant, ce sera aussi elle qui aura des techniques à proposer ailleurs. Donc il vaut mieux être le premier dans ce type d'action plutôt que de suivre... Alors, il faut préciser que la Suisse ne fait pas rien. On a parlé avant d'une loi sur le CO2 qui fixe ses objectifs, Monsieur Roch, que vous connaissez mieux que moi, 10% de réduire notre émission de gaz CO2 de 10% d'ici 2010. Or, plusieurs études montrent que ces objectifs seront difficilement atteints. Je cite une étude de l'EPFZ qui dit entre 1990 et 2001, les émissions ont reculé de CO2, donc ont reculé d'1 million de tonnes. Elles baisseront de 0,5 million de tonnes d'ici 2010. Or, il faudrait, la loi prévoit 4 millions de tonnes de réduction. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire de beaux discours, mais de courir à l'échec par rapport aux objectifs que vous êtes fixés, on s'est fixés en Suisse? Il faut d'abord bien comprendre la logique de la loi. Vous l'avez déjà dit, la loi prévoit un objectif de réduction et elle laisse une phase pour des mesures volontaires à tous les partenaires, l'industrie, dont Mme Paula a parlé, les transports, etc. Et alors, cette loi a généré une dynamique extraordinaire dans les milieux industriels, dans les milieux de l'automobile, dans tous les milieux. Extraordinaire, donc suffisante, vous pensez? Non, je dis extraordinaire parce qu'elle est nouvelle. Elle est nouvelle. Il y a maintenant une volonté commune d'atteindre cet objectif. Et ça, c'est quand même un grand succès politique. D'avoir mis tout le monde d'accord sur un objectif de réduction. C'est la première fois dans l'histoire industrielle qu'on fixe des objectifs de réduction. Et tout le monde est d'accord. Deuxièmement, sont mis en place aujourd'hui les structures pour atteindre cet objectif. Alors l'industrie a créé une agence, avec la Confédération, une agence de l'énergie, de l'économie, et qui négocie avec des dizaines et des dizaines de groupes économiques comment est-ce qu'on va pouvoir atteindre cet objectif. Nous avons signé récemment, la Confédération, M. Lundberg a signé récemment un accord avec les cimentiers qui prévoit 40% de réduction des émissions de CO2 d'ici 2010. Donc il y a des exemples très très positifs. Alors, les prévisions aujourd'hui disent on n'y arrivera pas encore, mais on voit déjà qu'on va arriver à une réduction. Déjà aujourd'hui, on peut prévoir que l'industrie va réduire de 12 à 13% ses émissions. C'est considérable, elle devrait atteindre 15%. L'automobile, on est en train de négocier maintenant les solutions et je suis confiant qu'on va y arriver. Alors, il y a encore le domaine du logement. Là, oui. Mais moi, je suis optimiste parce qu'il faut être optimiste. Il faut croire à ce qu'on fait. Et il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Vous partagez l'optimisme, M. Roch, Mme Maillefer, du VVF? Pas du tout. En fait, on a vu ces mesures volontaires sont très bonnes. La loi sur le CO2 donc, a mis une phase où on peut prendre des mesures volontaires, mais ces mesures volontaires ne suffisent pas.
et puis ça, on l'a vu dans plusieurs études, ne suffisent pas pour atteindre nos buts. Et les projections pour 2010 montrent que même en prenant toutes les mesures volontaires qu'on a prévues jusqu'à maintenant, eh bien, on n'arrivera pas au but fixé. Donc, on propose qu'on passe à la deuxième phase. On ne propose pas, on demande avec une pétition qu'on a lancée, le WWF a lancée, en fait, on introduise une taxe d'incitation sur le CO2. Attendez, c'est expliqué en 2 mots. Donc, ça renchérirait le coût des carburants et des combustibles, une taxe qui serait répercutée auprès du consommateur. Alors, moi, je dirais déjà, première chose, taxe, ça fait toujours peur. Alors, première chose, ce n'est pas un impôt. Et puis, oui, ce n'est pas un impôt parce que cette taxe, en fait, effectivement, le prix des carburants et le prix des combustibles sera un peu plus élevé, mais tout le surplus va dans une caisse et cette caisse, la totalité de cette caisse sera ensuite redistribuée à la population, pour la population et aux industries. Monsieur Epron, vous bouillez parce que ni les clubs automobiles... Donc, ce n'est même pas une taxe, en fait. Est-ce que vous connaissez des taxes qui sont, en fait, rétrocédées? Cette discussion, ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt, c'est une taxe. Je crois qu'on l'a déjà eu il y a 3 ans avec des projets de taxes sur l'énergie. Vous disiez exactement la même chose. Ce qu'il faut dire clairement, c'est qu'une taxe d'incitation sur le CO2, en équivalent par litre d'essence, elle peut se monter selon la loi acceptée, que nous soutenons, jusqu'à 50 centimes par litre d'essence. C'est le Parlement qui décidera du taux de la taxe, mais elle peut se monter jusqu'à 50 centimes par litre d'essence. Et personne ne peut croire... Non, mais attendez, personne ne peut croire qu'il va gagner plus que ce qu'il a payé. Ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez, avec des calculs... Vous avez déjà essayé il y a 3 ans, puis ça n'a pas marché. Ça n'a aucun rapport à ce qu'il y a eu 3 ans. Exactement le même mécanisme. Si je peux m'exprimer comme ça. Vous payez plus pour la benzine. On prend une famille de 4 personnes, 2 parents, 2 enfants, qui habitent dans un appartement de 4 pièces et demi, tout à fait normal, qui a une voiture familiale, qui roule 14 à 15 000 km avec sa voiture familiale. Avec la rétrocession, en fait, cette famille aura un bénéfice net de 700 francs si on augmente la benzine de 30 centimes. Vous n'êtes pas d'accord sur les calculs, mais est-ce que, Madame Paul, sur le principe même, il ne serait pas bon quand même d'avoir une mesure qui inciterait à consommer moins? La taxe au CO2, la taxe sur le CO2 est prévue dans la loi sur le CO2. Il faut l'instaurer. Il est également écrit qu'elle ne sera pas perçue avant 2004. À l'heure actuelle, le département estime d'ailleurs qu'il ne faut pas l'introduire en 2004 parce qu'il ne faut pas couper les élans justement de responsabilisation. C'est toujours mieux d'inciter et de responsabiliser que d'obliger et d'interdire. La taxe sur le CO2, ce qu'elle a d'intéressant, et je l'ai dit aussi, nous reconnaissons absolument le rôle des organisations écologiques dans la sensibilisation. C'est d'être là comme un coup près et de faire en sorte que les choses justement aillent plus vite. Mais le fait d'introduire la taxe, ça ne va pas faire diminuer le CO2 en tant que tel. Et puis alors, le problème de la taxe, c'est certain, et ça on l'a peut-être pas assez vu au moment où on a fait la loi, c'est les complications administratives. La redistribution de la taxe va en fait comporter des difficultés administratives extrêmement importantes. À un moment donné où on décide justement de diminuer le nombre de fonctionnaires et puis les charges administratives, c'est peut-être pas tout à fait le bon moment. Et c'est là où je trouve que toutes les autres mesures, et qu'on doive presser aussi encore l'industrie, la désulfurisation des carburants, la promotion d'un diesel qui soit parfaitement propre et non nocif par ailleurs quand on sait qu'il produit moins de CO2, la proposition qui paraît tout à fait intéressante mais qui doit être élaborée dans le cadre de la loi sur le CO2 du centime climatique, je pense que c'est là qu'il faut aller. La loi, il faut travailler dans le cadre de la loi sur le CO2. Je ne veux pas la modifier pour enlever la taxe, mais la loi sur le CO2, elle est claire par rapport à la taxe, il n'y a aucune raison de l'introduire. Alors, résumons, parce que cette loi, effectivement, prévoit comme une épée de Damoclès que l'on introduise une taxe sur le CO2 si les efforts volontaires faits par l'industrie, l'immobilier, etc. ne sont pas suffisants. Mais cette taxe, alors, sur le CO2, qui est prévue par la loi, que le Conseil fédéral pourrait demander début de l'année prochaine, vous êtes favorable ou pas favorable, Philippe Roch? C'est là tout le génie de cette loi CO2. Et je me souviens très bien de la nuit que j'ai passée avec Ruud Dreyfus à l'époque et quand nous est venue cette idée. Parce que jusque-là, mes services avaient toujours proposé une loi sur une taxe sur le CO2. Et puis nous étions en train de boire une bière avec Ruud Dreyfus et il me disait « le Conseil fédéral n'acceptera jamais ». Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais au fond, quel est notre but? Est-ce que notre but est une taxe ou est-ce que notre but, c'est de réduire les émissions? Et c'est comme ça qu'on a construit cette loi et le Parlement ensuite l'a élaborée. Et vraiment,
réduire de 10%, et la taxe, comme vous le dites, est une épée de Damoclès. Le but de la loi, c'est de ne pas introduire la taxe. Le but de la loi, c'est d'atteindre les 10% sans la taxe. Et c'est seulement si on ne l'atteint pas qu'on introduira. Donc je crois qu'il faut respecter cet esprit. Donc vous n'êtes pas pour... Et il ne faut pas intervenir entre-temps. Il faut laisser au milieu qui s'y consacre aujourd'hui le temps de mettre en place les éléments qui permettront d'atteindre le but, avec cette menace de la taxe qui reste et qui doit être crédible. C'est-à-dire que si on ne l'atteint pas, si on n'atteint pas les buts, il faudra que le Parlement assume ses responsabilités et accepte l'introduction. Un mot encore et on passerait. Simplement montrer un graphique pour montrer que la taxe est absolument nécessaire et qu'il faut l'introduire maintenant. C'est le graphique pour les émissions de CO2 pour le carburant. Et en fait, de part de 15,5 millions de tonnes de CO2, on voudrait arriver à 14,2 millions de tonnes en 2010. Et en fait, on voit avec les projections déjà, on a augmenté jusqu'en 2000, on est monté à 16,9 millions de tonnes. Et avec les projections et les mesures volontaires, eh bien, on arrivera à 16,6. C'est-à-dire, au lieu de moins 8%, on arrive à plus 7,6%. Donc, c'est preuve que les mesures volontaires, elles ne servent à rien. D'ailleurs, l'OCDE a une fois dit, les mesures volontaires, prendre des mesures volontaires ou proposer des mesures volontaires, c'est à peu près comme ne rien proposer du tout. Réaction rapide, monsieur. Alors, je crois que là, on est en plein dans une actualité brûlante. La semaine prochaine, il y a une conférence de presse qui est inscrite à l'agenda avec M. Leuenberger sur le climat. Et nous savons qu'à ce moment-là, des décisions importantes seront communiquées par rapport aux mesures complémentaires pour atteindre ces objectifs, toujours dans l'esprit que M. Roch a souligné, c'est-à-dire toujours dans l'esprit d'éviter la taxe avec des mesures volontaires. Là, je pense que peut-être M. Roch pourrait nous dire un petit peu ce qu'il en pense. Un scoop. Je fais un tout petit détour d'abord par les téléphones. Et Sophie Lagrange, quelles questions nous apporte-t-on aujourd'hui, juste maintenant? Je sais qu'on n'a pas répondu à tous, mais en tout cas aux deux premières que vous aviez posées. Et la troisième, je la garde en réserve. Sophie. Alors effectivement, très peu de téléspectateurs trouvent qu'on se préoccupe un peu trop de ces questions, que même le débat est un peu trop politisé, mais la toute grande majorité des téléspectateurs s'inquiètent, et s'inquiètent à propos des mesures qu'on pourrait prendre, que chacun peut prendre, ou les mesures qu'il faudrait imposer à la population. Et une grande majorité de ces mesures, évidemment, concernent les voitures. Alors, est-ce qu'il faudrait limiter la circulation automobile? Est-ce qu'il ne faudrait pas encourager à développer des voitures avec d'autres carburants comme le gaz naturel ou d'autres choses, ou même quelqu'un pose la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé des voitures avec de l'eau? Est-ce que les gens seraient prêts à supprimer la climatisation dans leur voiture parce que ça dépense aussi pas mal d'énergie? Ou alors, pourquoi est-ce qu'on n'encourage encore pas mieux les transports publics en les rendant moins chers ou même gratuits? D'accord. Alors, merci Sophie. Beaucoup de questions concrètes. On va y répondre rapidement avant de venir aux mesures complémentaires qui seront peut-être annoncées la semaine prochaine, Monsieur Roch. Limiter la circulation automobile, c'est vrai que c'est une chose que la TE demande aussi pour limiter l'ozone, qui a atteint des pics. L'ozone, ce gaz toxique que nous respirons quand il fait très chaud. C'est une bonne solution. Ça sert à quelque chose de limiter la vitesse. Le Tessin l'a fait d'ailleurs. Alors, si on parle spécifiquement des limitations de vitesse, elles ont un effet sur l'ozone, mais qui est relativement modeste. Alors la question est de savoir est-ce qu'il faut créer des situations d'alarme pour rendre les gens conscients de l'impact de la voiture sur le climat, ou est-ce que ce n'est pas judicieux? Ce ne sont en tout cas pas des mesures que nous avons proposées. Nous préférons, avec le Conseil fédéral, proposer des mesures à long terme d'organisation des transports, de soutien au transport public. La traversée des Alpes, quelqu'un a posé la question tout à l'heure, la Suisse fait une œuvre unique au monde, remarquable dans ce domaine pour maintenir en tout cas, voire augmenter la part des transports publics à travers les Alpes plutôt que les camions. Là, le Parlement a pris des mesures extrêmement concrètes également avec la taxe sur les poids lourds, etc. Donc ça, ce sont des mesures qui ont des effets à long terme. Ça a des effets sur l'équipement du pays, ça a des effets sur les habitudes des gens. La vitesse, l'impact est relativement modeste, il est limité dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle ni nous, ni le Conseil fédéral n'avons proposé cette mesure. La TE, vous l'avez demandé, c'est parmi les catalogues de mesures que vous avez évoqués. J'aimerais préciser, donc nous sommes entièrement d'accord avec M. Roch sur le ferroutage notamment. Les camions ont une très grande responsabilité dans la diffusion notamment de l'ozone. Et nous demandons le ferroutage, bien sûr, donc le transfert de la route au rail, et également que des filtres à particules soient enfin obligatoires sur les camions, ainsi que des filtres aux éléments qui
produisent de l'ozone. Ensuite, pour ce qui est de la vitesse, moi ce que je trouve magnifique, c'est que les téléspectateurs nous rappellent à l'ordre, alors que les politiques et les économiques cherchent à fuir leurs responsabilités en disant « on veut surtout pas de taxes, laissez-nous tranquilles, on fait déjà bien assez ». Ce sont les téléspectateurs qui disent « et nous alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc là déjà, chapeau. Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement pour les limitations de vitesse, nous ne sommes pas pour les limitations style 5 jours sur l'autoroute à 80 à l'heure. Effectivement, c'est une bonne mesure de relations publiques pour mettre l'ozone au centre du débat, mais concrètement, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, les zones 30 et la création de zones 30, voilà une mesure de limitation de vitesse sur lesquelles tout le monde est d'accord. On voit que les quartiers, il y a énormément de quartiers et de villes qui font des demandes pour introduire des zones 30. Ce qui crée non seulement un ralentissement de la vitesse, donc de la pollution à long terme, mais c'est en plus beaucoup plus confortable par rapport au bruit et à la sécurité. Et juste une petite chose, c'est à ce moment-là que les politiques veulent couper les subventions qui sont allouées aux villes et aux communes sur les zones 30 parce qu'il n'y a plus de sous dans la caisse. Alors d'une part, on veut faire quelque chose pour le climat, la population, les habitants le demandent, et de l'autre part, cette demande n'est plus relayée au niveau politique. Deux réactions, Monsieur Éperon. D'abord, limitation de vitesse, soyons clairs, juste sur les limitations de vitesse. Sur le fond, comme l'a dit M. Roch, ces limitations de vitesse ponctuelles, périodiques, elles n'apportent quasiment rien. Pour améliorer la qualité de l'air, il faut une stratégie à bien plus long terme. C'est d'ailleurs une stratégie qui est menée par son office. Et c'est une stratégie que nous, organisations routières, soutenons avec ces fameux accords de réduction de la consommation d'essence. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, il y a une réduction des polluants qui crée l'effet d'ozone. C'est aussi un effort que fait le TCS en établissant des brochures d'information. Quel véhicule devez-vous choisir pour qu'il soit moins gourmand en consommation d'énergie? Ça, c'est avec l'Office fédéral de l'énergie. Donc, il faut viser le long terme et qu'il faut bien que les téléspectateurs comprennent qu'il y a, je dirais, l'activisme médiatique, les coûts médiatiques des organisations comme la TE, et puis il y a le travail sur le long terme qui ne peut pas se résoudre en 5 minutes. Mais est-ce que l'activisme n'a pas du bon, Monsieur Éperon, quand même, pour sensibiliser les gens? Non, mais là, je crois qu'on ne peut pas... On ne peut pas supprimer les voitures. On ne peut pas parce que ça correspond à un réel besoin des citoyens aujourd'hui. Alors chacun de nous peut faire un effort. On ne peut pas obliger, imposer le 30 km à l'heure partout. Les citoyens l'ont rejeté de façon absolument massive. Les citoyens le demandent dans leur quartier, Madame Paula. Soyez à l'écoute de votre électorat. Je suis à l'écoute de tout le monde, on peut, et je suis à l'écoute notamment des plus de 75% de citoyens de ce pays qui ont dit qu'on ne voulait pas du 30 km à l'heure génalisé. Mais par contre, dans les localités, décidé par les communes et les quartiers, ça, certainement oui. Mais je pense que ce sont de toute façon pas des mesures suffisantes. La vraie mesure, c'est de dire, comme le dit M. Kramer, la voiture de demain, elle sera écologique ou elle ne le sera pas. Et c'est là où c'est à la technologie d'apporter en fait les solutions. Et les solutions, elles existent, elles doivent être implémentées. Et puis là où je pense qu'un effort supplémentaire peut être fait, c'est dans la rapidité du passage de la technologie trouvée à son application. Je prends l'exemple des filtres pour le diesel. On sait que le diesel produit moins de CO2. Mais par contre, il y a d'autres problèmes liés à l'utilisation du diesel. On sait qu'aujourd'hui, les filtres existent. On sait que dans tous les moteurs diesel utilisés dans les tunnels, par exemple, les filtres sont utilisés. L'application aux véhicules en série est en train d'arriver, elle doit arriver, elle va permettre à ce moment-là au Parlement de revenir sur la question d'ailleurs de l'incitation à utiliser du diesel plutôt que de l'essence classique, ce qui a été refusé à cause de ce souci. L'année prochaine, il y a à Francfort une réunion de tous les constructeurs d'automobiles. Peugeot était vraiment à l'avance en ce qui concerne les filtres pour le diesel. Aujourd'hui, tous les constructeurs automobiles s'intéressent à ça. Et c'est là que vous jouez un rôle important dans la sensibilisation et dans cette rapidité du transfert. L'objectif, comme le disait le téléspectateur mentionné, c'est d'arriver à faire des voitures qui ne polluent pas, des voitures écologiques. On ne peut pas se passer de la voiture, on peut la rendre écologique. Donc vous misez sur les progrès techniques. Y compris d'ailleurs pour le bruit, dont on n'a pas parlé du tout. Mais là aussi... ce sera une autre émission. Donc vous misez sur les progrès technologiques en espérant une application rapide dans les faits. Alors, les progrès technologiques, oui, je suis entièrement d'accord
d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'il faut généraliser les filtres à particules. Il faut également enfin trouver la technologie qui permette aux catalyseurs d'oxyde d'azote de fonctionner sur les voitures. Je suis entièrement d'accord avec vous que la technologie a un rôle immense à jouer et également les carburants tels que le gaz naturel, etc. Là où, par exemple, nous avons les technologies pour faire fonctionner les voitures au gaz, par contre, il y a tellement peu de stations de gaz naturel et de biogaz en Suisse qu'il est, à moins d'habiter à proximité d'une station de gaz, il faut vraiment être un combattant écologique pour avoir une voiture à gaz. Mais je ne crois pas que cela suffise. Et je crois qu'effectivement, il est important, et c'est du rôle non seulement des organisations écologiques, mais également des hommes politiques et femmes politiques et de l'Office fédéral de l'environnement, de montrer concrètement aux personnes qui désirent se responsabiliser comment elles peuvent, et effectivement de jouer aussi un rôle sur le prix des transports publics notamment. Voilà. Alors, Monsieur Roch, est-ce que c'est aussi de votre rôle, disait Madame Emmanuelle Robert, est-ce que l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage en fait assez? On a un peu, lorsqu'on les sonde, tendance du côté des organisations écologistes à trouver que vous n'en faites pas assez. On vous a par exemple pas entendu cet été vous alarmer sur les pics d'ozone. Est-ce que vous faites assez de propositions pour que les choses avancent et par exemple que les progrès technologiques soient implémentés? Bref, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les reproches qu'on peut vous formuler du côté de vos anciens amis, vous étiez anciennement directeur du WWF, ne sont pas un peu justifiés? Bon, je suis content de recevoir des critiques des mouvements écologistes. Ça montre qu'on n'est quand même pas une mafia d'écolos contre d'autres, comme parfois certains le prétendent. Nous avons la responsabilité d'un office fédéral qui est d'abord d'établir des faits, de montrer les choses, ensuite d'aider à la mise en œuvre des lois que décide le Parlement. C'est-à-dire qu'on développe un certain nombre d'instruments pour aider les cantons notamment, ou pour collaborer avec l'économie pour la mise en œuvre. Et puis nous faisons des propositions. Il ne nous appartient pas à nous de prendre les décisions ni sur les objectifs, ni sur les instruments. Mais je crois que le Parlement dispose, et Mme Paula pourra peut-être le confirmer, de notre part, des éléments dont il a besoin pour prendre ces décisions. Ça, c'est notre rôle. Le débat politique sur les priorités, ça ne peut pas être le rôle d'un office. Nous avons vraiment à démontrer les choses. Je crois que ce rôle-là, il faut le comprendre de la part d'une administration. Maintenant, il est vrai que tous ensemble, nous ne faisons pas assez. Sinon, nous n'aurions pas ces problèmes. Il faut simplement trouver le chemin qui permet à la fois de résoudre les problèmes environnementaux, tout en maintenant une économie vivante et tout en maintenant un certain nombre de valeurs dans ce pays. Il n'y a pas de remède miracle, vous me le disiez. Il n'y a pas de remède miracle, ça c'est certain. Est-ce que vous ne regrettez pas le temps où vous étiez militant écologiste, vous pouviez taper du poing sur la table en disant il faut faire ci et ça, alors que maintenant vous êtes obligé de parlementer avec vos partenaires et que tout prend du temps alors qu'il faudrait agir urgemment? Ce sont deux rôles différents, mais finalement, le résultat, c'est celui que nous entendrons tous ensemble. Donc, oui. Et là, je dirais qu'il y a même un rôle supplémentaire que moi, je verrais personnellement à l'Office, et d'ailleurs que vous remplissez, simplement vous ne l'avez pas mentionné, c'est en fait le rôle justement dans la conclusion des accords et le suivi d'un certain nombre d'accords. Et ça, je trouve que c'est un rôle important. Parce qu'autant la paix sociale et la paix du travail est réglée par des conventions collectives entre employeurs et collaborateurs, autant en fait, il me semble qu'on arrive vers un système de conventions environnementales qui pourraient conduire à la paix écologique, qui sont des conventions qui sont passées entre le DETEC notamment et justement les organisations industrielles, les organisations, quelles qu'elles soient, vous avez parlé des cimentiers par exemple, par branche. Et le fait de travailler ensemble sur ces conventions-là, ça me paraît vraiment un rôle important de l'Office et un rôle à soutenir. Compliment, Philippe Roch, vous régissez de plaisir. Merci. Oui, je vous dis de plaisir parce que merci beaucoup de l'évoquer. C'est d'ailleurs la partie de mon travail que je préfère faire. Simplement, laissez-nous le personnel et les moyens de continuer à le faire. Alors, dans un des accords qui est peut-être en train d'être passé, c'est le scoop dont je parlais avant, serait-ce, Monsieur Roch, le fameux centime climatique proposé par l'Union pétrolière pour, il faut bien le dire, essayer d'éviter la fameuse taxe sur le CO2. Ce centime climatique, c'est quoi? Au fond, c'est les consommateurs paieraient 1 centime de plus par litre de carburant, toujours dans l'idée d'inciter à consommer moins. Et puis, ça rapporterait 70 à 80 millions de francs par an. Est-ce qu'effectivement, vous êtes en train de tomber d'accord sur cette question de centime climatique? Serait-ce là? Alors, nous sommes en négociation avec l'Union pétrolière et tous les milieux intéressés. L'idée est, je dirais presque géniale, elle est très intéressante. Elle permettrait, dans la mesure où elle permettrait de réelles diminutions donc 1 centime par litre de plus. 1 centime par litre qui serait réinvesti, d'une part, dans des projets en Suisse pour diminuer la consommation. Je donne un exemple concret pour que les gens comprennent bien. Si l'on mettait un certain pourcentage d'éthanol, l'éthanol c'est l'alcool produit par les plantes qui est transformé, qui permet de remplacer le carburant. Si on met un certain pourcentage, 5% d'éthanol dans l'essence, on a 5% d'énergie renouvelable
dans les carburants. Donc c'est effectivement une réduction de 5% des émissions de CO2, puisque celles de l'éthanol sont recyclées par la nature. Cette introduction d'éthanol dans l'essence coûte plus cher que l'essence elle-même. Ce centime permettrait de payer la différence. Donc avec ce centime, on aurait ici, par exemple, une mesure très concrète de réduction des émissions de CO2. Malheureusement, le centime ne suffira pas pour atteindre les objectifs en Suisse et une partie devrait être achetée à l'étranger, ce que permet la loi CO2, ce que permet le protocole de Kyoto. Et l'autre but aujourd'hui dans la négociation, c'est de voir si ce centime est introduit, ce qui est dans la liberté de l'Union pétrolière, dans la phase volontaire de la loi CO2, d'obtenir au moins les résultats les plus sérieux, les plus crédibles possibles. Donc l'Union pétrolière pourrait prendre cette mesure, 1 centime de plus par litre, et vous seriez d'accord. Réaction Martine Rebetté, vous pensez que c'est une bonne idée, vous qui dites qu'il faut qu'on consomme moins? Bon, si c'est pour investir en Suisse, pour qu'on fasse en sorte qu'on consomme moins, d'accord. Mais il est évident que ce n'est pas avec cette somme-là qu'on va arriver à ce but et qu'on devra acheter des économies qui se passent à l'étranger. Est-ce que ce n'est pas une honte pour la Suisse que de faire ces économies ailleurs, par exemple de laisser détruire des forêts tropicales pour pouvoir aller après replanter les arbres avec le centime qui est fait en Suisse? On va vous poser une bonne question, Madame Rebetté, parce que c'est vrai que dans ce centime climatique, une partie permettrait d'acheter ce qu'on appelle des certificats à l'étranger. En 2 mots, Monsieur Cordonnier, qui est représenté pour la Suisse romande l'Union pétrolière, ça veut dire quoi, acheter des certificats à l'étranger? Qu'est-ce que vous feriez avec cette partie du centime climatique à l'étranger? Je veux juste rappeler que cette contribution serait gérée par une fondation, donc non pas directement par l'Union pétrolière. Cette fondation serait en collaboration avec les autorités fédérales. Et le but de cette fondation, c'est en fonction de la bourse aussi, ça serait une bourse internationale qui, au niveau international, va régler les prix des émissions de CO2. Et en fonction des prix à la bourse, il y aura un optimum à trouver entre les mesures volontaires en Suisse et des mesures par des achats de certificats de CO2 à l'étranger. Donc ça sera le rôle de cette fondation ensuite de gérer cet argent au mieux pour optimiser son utilisation et son efficacité sur le plan global, puisque CO2 est un problème global. Donc on comprenne bien, avec les 70 à 80 millions que ce centime climatique pourrait rapporter, la fondation qui sera créée pourra en dépenser une partie en Suisse pour financer des mesures écologiques et une partie à l'étranger où il s'agirait de soutenir des projets aussi là, écologiques à l'étranger. Réaction du côté, c'est une bonne idée, Madame? Moi, je suis outrée. Voilà, tout à fait. Parce que premièrement, ce centime climatique, pour nous, alors il est vraiment pas tout à fait contestable. Et puis ensuite, je veux dire, c'est pas suffisant du tout. Alors la première chose... Contestable pourquoi, oui? Alors, contestable parce que c'est la première chose, c'est vraiment le consommateur qui paye. C'est-à-dire que, je veux dire, il paye, mais bien sûr, il paye 1 centime. Il paye 1 centime, c'est pas du tout une mesure volontaire. Les citoyens, ils demandent à participer, mais à assumer leurs rien du tout. responsabilités. Oui, mais c'est parfait. Bien sûr, alors ils payent, mais vous qui êtes prêts, qu'on comprenne bien le paradoxe, vous qui êtes prêts, vous qui demandez une taxe sur le CO2, c'est pas du tout la même chose. Oui, alors écoutez, non, j'aimerais bien quand même expliquer ça. Je suis désolée. On vous écoute, Madame Nefer. Tout le monde. On vous écoute. Qu'est-ce qui vous paraît inacceptable? Inacceptable, c'est que la taxe incitative que nous proposons, qui est prévue par la loi sur le CO2, est une taxe qui va être redistribuée. C'est-à-dire que c'est tout à fait neutre au niveau... Je veux dire, c'est neutre. Ce qui entre sort de cette caisse. Oui, ce qui rentre sort de cette caisse. Et pour le centime climatique, c'est donc... je vais exprimer convenablement. En fait, certaines personnes payeront, disons, en fonction de ce qu'ils consomment en énergie, et ensuite, chacun recevra exactement la même chose. Ce qui n'est pas social. Et ce qui est tout à fait social. On paye pas d'après sa consommation, mais j'aimerais revenir sur le centime climatique d'abord. C'est que le centime climatique, il sort de la poche du citoyen, et puis il reste dans la caisse de l'Union pétrolière qui ont fait des réductions de CO2. Deuxième chose qui nous plaît pas du tout, c'est que ça n'a aucun effet incitatif. Personne, il y a des fluctuations Un centime des prix. de plus, c'est pas incitatif. Alors, durant ces 10 dernières années, le prix de l'essence a augmenté de 10 centimes à des fluctuations de 10 centimes. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Il n'y a aucune réduction, il y a même une augmentation. Donc, ce n'est pas 1 centime qui va changer. D'accord, donc inutile et scandaleux, Monsieur Éperon. Parce que, point 1, l'achat de certificats d'émission de CO2 est expressément prévu par le protocole de Kyoto que la Suisse a ratifié. C'est un accord international. Donc ce n'est rien de plus que ce qu'il y a dans l'accord que la Suisse a ratifié, que les autres pays n'ont peut-être pas encore ratifié. Ça, c'est le point 1. Ensuite, point 2, ce centime climatique, il a fait l'objet d'une autre étude de l'Office de M. Roch. Cette étude, à ma connaissance, elle est publique. On fait certaines études utiles. Voilà, tout à fait. Et cette étude, elle a comparé l'instauration
de la taxe, comme le réclament les organisations écologistes, entre, sauf erreur, 10, 30 et 50 centimes par litre. Et le centime climatique, elle arrive à la conclusion, et le bureau qui a fait cette étude ne passe pas pour être un sympathisant des milieux routiers économiques. Elle arrive à la conclusion que le centime climatique est aussi efficace que cette taxe sur le CO2. C'est ce qui figure dans le communiqué de presse de l'Office fédéral de l'environnement. Je m'excuse. Mais on n'est pas d'accord du côté de l'ATE. Je vous passe la parole tout de suite, Ce que je trouve merveilleux de la part de l'Union pétrolière, c'est de réussir à faire financer des projets visant à réduire le CO2 qui sont sous sa propre responsabilité, parce qu'il faut bien voir que ce CO2 vient précisément de l'Union pétrolière qui porte une grande responsabilité là-dedans. Et de réussir à faire financer cela par les citoyens, par vous et moi, qui portent également aussi leurs responsabilités, mais c'est absolument pas une responsabilité partagée envers les coûts. Et on réussit à faire porter le chapeau aux citoyens tout en se donnant bonne conscience. Alors moi, ce que je propose, c'est que l'Union pétrolière verse à montants égaux 1 centime de sa poche. À ce moment-là, on pourrait commencer à discuter. Alors qu'en dirait l'Union pétrolière, M. Cordonnier? Partage égal des responsabilités? Alors, l'Union pétrolière est une association faîtière à but non lucratif, donc n'a pas d'argent à ce niveau-là. Ce serait de l'argent récolté par les compagnies pétrolières mis à disposition de ce fonds pour cette fondation. J'aimerais aussi rappeler qu'il y a une autre mesure qui est très proche de nous, puisque dès le 1er janvier 2004, les automobilistes auront à disposition des carburants sans soufre qui sont mis à disposition par les compagnies pétrolières, et dans le but de permettre de mettre sur le marché des véhicules qui consommeront moins d'énergie, à filtre à particules entre autres, qui ont besoin de carburant sans soufre. Donc là, voilà une mesure concrète qui permettra justement directement de réduire la consommation et les émissions de CO2. Donc on ne vous mettra pas d'accord sur le centime climatique. Visiblement, du côté des associations écologiques, on trouve ça scandaleux, voire inutile. On a compris quel est votre propos. Alors finalement, la décision sera prise quand, M. Cordonnier? C'est à savoir quand est-ce que nous paierons le carburant plus cher? Alors, c'est une proposition que nous avons faite aux autorités. C'est en discussion avec M. Roch, il l'a dit, et nous attendons leur réponse tout prochainement. Alors, réponse quand, M. Roch? Alors, les négociations vont se poursuivre avec les milieux. Donc, c'est, comme je l'ai dit, pour déterminer dans quelles conditions ce centime pourrait être introduit. Et si nous arrivons à nous entendre, vraisemblablement que M. Leuenberg signera un accord ensuite avec l'Union pétrolière. Pour cela, on attend le résultat de ces négociations au niveau de M. Leuenberg pour le courant de l'automne. Alors, il y aura de l'argent à disposition si ce centime climatique est appliqué. Est-ce que, pour savoir ce qu'on va en faire, vous ne devriez pas avoir votre mot à dire en disant, voilà les priorités. Par exemple, pour rejoindre les téléspectateurs, il faut encourager le développement de carburants alternatifs, par exemple. Mais ce sera le terme de l'accord. Moi, je ne veux pas être mêlé directement à la dépense d'argent privé, si vous voulez, par une fondation. Mais par contre, l'État, en particulier le département de M. Leuenberg, fixera en accord avec l'Union pétrolière les objectifs et contrôlera ce qui se passe. Donc là, les jeux vont être clairement définis au sein de l'accord. Est-ce que je peux juste dire un mot sur une intervention de Mme Rebetey, parce qu'elle me paraît essentielle. L'achat de certificats à l'étranger peut effectivement paraître scandaleux si on achète n'importe quoi. Et en particulier si on achetait du carbone gagné parce qu'on a coupé une forêt tropicale pour y mettre des forêts de culture. C'est exactement le travail que nous sommes en train de faire sur le plan international pour éviter ce genre de choses et que les conditions d'émission des certificats sur le plan étranger correspondent à, d'une part, des réductions réelles de gaz carbonique et d'autre part, ne mettent pas en cause d'autres valeurs comme la biodiversité, etc. On n'a pas encore atteint l'objectif. C'est en travail, on attend jusqu'à 2007. On doit avoir les résultats en 2007 pour pouvoir agir dans le cadre du protocole de Kyoto. Mais je voulais dire, Mme Bézé, c'est un souci que nous avons très très à cœur et pour lequel nous... Mais ce qui pourrait choquer plein de gens... qu'à l'occasion des négociations de Kyoto, la Suisse s'est très vivement opposée et jusqu'au dernier moment à la pression des États-Unis qui voulaient introduire ces certificats à passer d'un pays à l'autre parce que justement on sait très bien que ça permet tous les abus. Et ça m'attriste de voir que la Suisse risque de s'engager dans ce processus de transaction. Espérons que vous pourrez faire un maximum pour éviter les abus. Mais même si vous avez des garde-fous, est-ce qu'il ne pourrait pas apparaître choquant pour certains de se dire on va payer plus le prix du carburant et cela financera des projets à l'étranger alors qu'il y a tant à faire chez nous? Qu'est-ce que vous répondez? Alors, le Conseil fédéral et le Parlement ont toujours dit
l'essentiel de l'effort en Suisse. Et c'est bien le but de la négociation que nous faisons maintenant. Donc là, la politique a clairement défini ceci. Maintenant, comme la loi et le protocole permettent certains achats à l'étranger, il ne faut pas oublier l'intérêt aussi, pour le transfert de technologies efficaces et modernes dans les pays en développement, d'avoir la possibilité de financer de tels projets. Donc il faut aussi voir un petit peu les différentes choses. Et le but, c'est finalement d'atteindre globalement cette réduction. Alors, un mot, Madame Paula. Oui, ce centime climatique, c'est clair que ce n'est pas la panacée et la solution universelle, mais c'est une proposition concrète d'un groupe industriel qui va s'inscrire aux côtés de toute une série d'autres propositions. Et il n'y a vraiment aucune motivation d'en être scandalisé. Je pense qu'on a entendu plusieurs téléspectateurs aussi poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est clair que s'il y a un refus absolu de payer 1 centime de plus l'essence, le centime climatique y tombe. C'est clair que la mesure, elle n'est pas au niveau incitatif. Je ne pense pas que ça va diminuer de façon importante la consommation d'essence, mais par contre, ça permet de réunir de l'argent qui permettent de favoriser un certain nombre de projets, puis qui permettent à chaque citoyen, quand il achète de l'essence, de se dire aussi qu'il va participer à quelque chose. Et puis alors, juste un mot, l'Union pétrolière, elle contribue aussi à quelque chose. Je veux dire, elle veut mettre en place une fondation, il faut l'organiser, la fondation. Le DETEC, le département, il va la superviser, mais l'organisation de la fondation, le personnel, il va être mis à disposition de l'Union pétrolière. Donc c'est une proposition intéressante, il y a une contribution, c'est une proposition parmi d'autres, et puis voyons ce qu'en pensent les citoyens. Vous restez sceptique, Madame Meffer? Déjà, la première chose, c'est que je remercie Madame Paula de confirmer que ce centime climatique ne va pas réduire la consommation en Suisse. Ça, c'est la première chose, que je vous remercie d'avoir confirmé ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que je trouve dommage et triste qu'on fasse avec cet argent des projets à l'étranger, alors qu'on a tous les outils politiques ici pour inciter les gens. Madame Paula, vous me laissez, je vous ai laissé parler. Non, mais on a tous les outils politiques pour en faire inciter ici une réduction de la consommation. Et la politique refuse ce genre d'outils. Donc ça, moi, vraiment, je trouve ça incroyable. Il y a une loi qui est votée, qui a été acceptée par le peuple parce qu'il n'y a pas eu de référendum. Il y a des outils dans cette loi qui permettent une taxe incitative. Et, je veux dire, elle n'est pas mise en place. Voilà, question des téléspectateurs à ce stade. Sophie, je me tourne à nouveau vers vous. Alors écoutez, les téléspectateurs trouvent qu'on parle un peu beaucoup de la Suisse dans ce débat et qu'on ne se préoccupe pas du fait que la pollution est finalement quelque chose qui passe à travers, au-delà des frontières. Beaucoup de téléspectateurs se demandent à ce propos-là quelle est la pollution aussi des avions. On n'en a pas du tout parlé. Et puis, ils se demandent ce que la petite Suisse peut vraiment faire, même en introduisant des taxes et autres centimes. Est-ce que ça aura vraiment un impact? Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt à agir sur les États-Unis, par exemple, qui sont des gros pollueurs, ou d'autres pays, et notamment les obliger à signer les fameux accords de Kyoto. Et puis, il y a juste plusieurs questions, réactions finalement au propos de Madame Paula, qui notamment, on lui demande comment elle peut justifier de couper les crédits à l'office de M. Roch alors qu'on dépense de l'argent ailleurs, ou bien qu'est-ce qu'elle pense laisser à ses enfants. Voilà, alors il faut poser plusieurs questions. Peut-être rapidement, qu'y a-t-il quelqu'un qui peut répondre sur la pollution des avions? Madame, Monsieur Roch, oui. Un mot, surtout sur le fait pourquoi nous n'intervenons pas. Il s'agit là d'un mécanisme international multilatéral. Parlez de Kyoto, là. De Kyoto et des avions aussi. Et le protocole de Kyoto lui-même a exclu les avions parce qu'on n'arrivait pas à un accord sur ce point. Donc c'est une faiblesse du système. Et c'est dans le cadre des organisations internationales de l'aviation civile qu'on devrait arriver à une solution pour taxer le carburant des avions. Peut-être que la conjoncture de ces dernières années a fait que les avions polluent un peu moins aujourd'hui qu'avant. Simplement, ils volent moins. Mais le problème reste entier pour l'avenir. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est encore entièrement pour lequel il faut trouver encore autre question, c'est vrai qu'on a parlé du protocole de Kyoto, qui est cette espèce de clé de voûte aussi de notre politique énergétique. Il fixe des objectifs de réduction des émissions de CO2. La Suisse l'a signé, pas les États-Unis. La Russie se tâte, donc on sent bien qu'il pourrait ne pas entrer en vigueur. Qu'est-ce que la Suisse, qu'est-ce que vous, qui allez à tous les sommets mondiaux, vous pouvez faire pour influer, parce que la pollution n'a pas de frontières? Alors, chaque pays est souverain, donc on ne peut pas dire à M. Bush, tu dois signer. On peut lui dire, on le fait d'ailleurs, pas lui, mais enfin... Vous ne le ferez pas comme Mme Calmiret de rencontrer... Non, mais nous rencontrons continuellement et nous allons
J'ai une petite délégation qui va bientôt à Moscou pour une réunion internationale scientifique sur le climat. Il est clair que la Suisse pourra très peu, mais l'Union européenne en particulier pourra réintervenir auprès de M. Poutine pour lui dire il faut signer ce protocole, c'est très important pour la communauté internationale. Mais à la fin, la décision appartient à chaque pays et la Suisse n'accepterait pas non plus qu'on lui impose de quiconque ailleurs de prendre de telles décisions. Donc ça, c'est la difficulté du travail multilatéral et on nous dit vous voyagez, vous faites des sommets, mais c'est le seul moyen finalement de mettre tout le monde d'accord. C'est clair que nous espérons que la Russie va ratifier parce que sans la Russie, le protocole ne peut pas entrer en vigueur. Nous n'aurions pas les quantités nécessaires pour l'entrée en vigueur du protocole. D'accord. Madame Collard ? J'aimerais répondre à la question spécifique du téléspectateur qui me dit « mais et vos enfants ?» Et je dirais que quand on fait de la politique, on s'engage, en fait pour les enfants en général, je ne m'engage pas spécifiquement pour mes 4 filles en politique donc, mais pour les enfants et pour l'avenir. Et je pense que c'est bien parce que tout le monde est préoccupé par l'avenir des enfants d'une façon tout à fait générale qu'on s'implique justement dans les améliorations de notre environnement. Je pense que même les chefs d'industrie ont des enfants et qui pensent que c'est important. Et puis, je dirais quand même que le fait de faire des économies dans l'office de M. Roch, ça ne va pas poser des problèmes à l'environnement des enfants en général et que le fait de laisser par contre un ménage public en bonne santé, c'est-à-dire une économie publique saine qui permette notamment de financer tout ce qu'il faut financer dans le domaine environnemental, eh bien, j'estime que c'est ma responsabilité politique par rapport non seulement à mes enfants, mais aux enfants de la Suisse en général. Alors, on l'a entendu au début, M. Roch n'est pas convaincu que les économies lui permettront de faire le travail qu'il doit faire. Ce sera encore à voir ce qui se passera dans les semaines qui viennent. Que vous demandera-t-on de tailler dans votre budget ? Question, Mme Rebetté, importante. C'est vrai que si le protocole de Kyoto n'est pas mis en vigueur, c'est-à-dire si tous les pays du monde ne s'engagent pas à réduire leurs émissions de CO2 et donc à réduire l'effet de serre, est-ce que cela vaut la peine que la Suisse, de son côté, fasse des efforts, pas toute seule, mais presque, puisqu'on sait que la pollution ne connaît pas de frontières ? Oui, de toute façon, ça joue un rôle dans tous les cas. Simplement, si le protocole de Kyoto n'est pas signé, si l'ensemble des pays font moins d'efforts que ce qu'on espère aujourd'hui, à la fin du siècle en cours, on sera plutôt en haut de la fourchette du réchauffement plutôt que d'être en bas. Et vraiment, ça vaudrait la peine d'être le plus bas possible. Alors, un mot de fin, M. Roch, vos priorités aujourd'hui par rapport à cet problème d'effet de serre et de réchauffement, ce sur quoi vous allez insister ? Alors, c'est une priorité, le problème est majeur. Il faut dire aussi, comme plusieurs l'ont dit au cours de ce débat, si on réduit les émissions de CO2, on réduit aussi localement les pollutions. Donc, on n'a qu'à gagner à tout cela. L'essentiel est à porter sur la consommation d'énergie non renouvelable et il faut absolument arriver à des résultats. Alors, on a besoin du support des politiciens qui doivent prendre des décisions claires et puis je crois beaucoup à cette idée de collaboration, de signature de contrats, d'engagement de tous les milieux et nous travaillons sur ce chemin. Il faut savoir qu'il faudra aller plus loin. Après 2010, il faudra aller plus loin, sinon, parce qu'on n'aura pas résolu le problème des changements climatiques avec cette réduction de 10%, mais si on a déjà fait ce pas, ce sera très prometteur pour l'avenir et il faut absolument qu'on y arrive tous ensemble. Alors, entre ceux qui estiment que vous n'en faites pas assez, ceux qui estiment que vous en faites trop et les restrictions budgétaires, bonne chance. Monsieur Philippe Roch, merci à vous. On retrouvera d'ailleurs Monsieur Philippe Roch à bon entendeur mardi prochain, une édition spéciale consacrée à la crise de l'eau potable. Comment assurer sa distribution ? Est-ce qu'on peut continuer à en gaspiller ? Comment est-ce que c'est un droit que d'avoir accès à l'eau potable ? Ça, c'est mardi, un rendez-vous à ne pas manquer. Autre rendez-vous à vous signaler, l'émission Signe, qui a réalisé une émission spéciale consacrée aux élections fédérales. Comment comprendre le mécanisme ? C'est un petit cours d'instruction civique qui peut être très utile non seulement pour les malentendants, mais pour tout un chacun. Ce sera diffusé les dimanches 31 août à 13h25 et le 14 septembre à 13h. Dimanche prochain, vous retrouverez Eliane Balif, Droit de cité, un nouveau débat consacré à l'actualité. Merci de votre fidélité, à très bientôt. Tick